Dans cette séquence, nous allons identifier l'influence de l'inertie du fluide environnant sur la dynamique du solide animé de petites oscillations. Nous allons quantifier cette inertie ajoutée au travers d'un coefficient appelé masse ajoutée. Voici le plan des séquences sur le fluide de repos. Maintenant que nous avons identifié tous les phénomènes d'origine hydrostatique, les effets dynamiques peuvent être abordés, et nous allons commencer par les effets dits inertiels. Afin de nous resituer un peu mieux, voici la force fluide linéarisée obtenue précédemment. Nous avons déjà étudié le terme généralisant la poussée d'Archimède, le terme de raideur de gradient et le terme de raideur de forme. C'est sur ce terme de fluctuation de la contrainte que nous allons travailler à présent. Pour obtenir la contrainte à projeter, il nous faut résoudre les équations de Navier-Stokes à l'ordre 1 avec pour condition limite la condition cinématique. Nous allons le faire en négligeant dans un premier temps les effets visqueux et les effets de compressibilité, c'est-à-dire en considérant le nombre de Stokes grand et le paramètre de compressibilité petit. On voit par ailleurs que sous cette forme linéarisée, les équations dans le fluide à l'ordre 0 et à l'ordre 1 sont complètement découplées. Nous pouvons donc nous concentrer sur l'ordre 1, puisque c'est la fluctuation de contrainte qui nous intéresse. Voici où nous en sommes dans le jeu d'équations du problème. Lorsque les termes visqueux ont été négligés, les équations de Navier-Stokes sont appelées équations de l'air, ici sous forme linéarisée. Puisque nous avons maintenant affaire à un fluide inviscide, nous pouvons simplifier la condition cinématique. En effet, du point de vue mathématique, maintenant que nous n'avons plus de Laplacien dans les équations de la dynamique du fluide, l'ordre de dérivée spatiale maximale pour la vitesse est 1, et nous avons à présent trop de conditions aux limites. Du point de vue physique, puisque nous avons un fluide non visqueux, nous ne pouvons plus imposer que les particules fluides adhèrent à la paroi. Pour tenir compte de cela, nous transformons la condition cinématique en la projetant sur la normale à l'interface. Faisant cela, nous nous contentons désormais simplement d'interdire au fluide de traverser la paroi. Nous pouvons à présent résoudre ce jeu d'équations simplifiées. Nous allons en chercher des solutions à variables séparées Q fois phi, indicées par U et P pour la vitesse et la pression respectivement. Si l'on regarde attentivement la condition cinématique, qui doit être satisfaite quels que soient x et t, nous constatons qu'elle impose que QU soit égal à la dérivée de Q' par rapport à t. Ensuite, on voit que les équations de l'air linéarisées imposent que QP soit égal à la dérivée par rapport au temps de QU, soit la dérivée seconde de Q'. Le problème est donc automatiquement résolu en temps et sans effort. Reportons cela en haut à gauche. À présent, prenons la divergence de la seconde ligne de l'équation de l'air. Puisque les dérivées spatiales et temporelles peuvent commuter, et en vertu de la relation d'incompressibilité, le terme de gauche s'annule. Il ne reste que le terme de droite qui devient Laplacien de P'. Dérivons maintenant la condition cinématique par rapport au temps. Le terme du' sur dt à gauche peut être remplacé par moins grade P'. Nous avons donc une condition aux limites qui porte maintenant sur la pression plutôt que la vitesse. Laplacien de P' peut maintenant être écrit Laplacien de phi p égale 0. Et de même, puisque dans la condition cinématique Q' point apparaît de chaque côté, on peut l'écrire avec uniquement les champs modaux phi p et phi. Supposons que nous sommes capables de résoudre ces équations. Il reste à calculer la fluctuation de contrainte dans le fluide et à la projeter sur le mode considéré. Dans ce cadre inviscide, sigma dépend simplement de la pression. En reportant cela dans l'expression de la force fluide, et en faisant sortir Q' qui ne dépend pas de l'espace, nous obtenons de manière explicite la force fluide comprenant en facteur l'accélération du solide. Il ne reste plus qu'à introduire cela dans l'équation d'oscillateur. Et puisque la force est proportionnelle à Q', nous pouvons la mettre directement dans le terme d'inertie avec un coefficient ma que nous appelons masse ajoutée et dont voici finalement l'expression. Le problème fluide-structure dans ce cadre d'approximation est finalement complètement résolu et nous n'avons maintenant plus affaire qu'à une équation d'oscillateur avec masse ajoutée.
Voyons à présent cela sur quelques exemples. Le premier exemple est celui d'un cylindre en translation. Nous supposons le système infini dans la direction Z perpendiculaire au plan de l'écran, ou suffisamment long pour que d'éventuels effets de bord soient négligés. Nous considérons donc le problème bidimensionnel. Les équations à résoudre sont Laplacien de φp égale 0 sur oméga f, avec comme condition aux limites la condition cinématique précédemment obtenue. En coordonnées polaires, cette équation de Laplace s'écrit ainsi, et la condition aux limites devient dp sur dr en r égale 1 égale cos θ. Le cosinus θ vient du produit scalaire entre ex et la normale, qui vaut er. Cherchant une solution de l'équation de Laplace qui satisfait aux conditions limites et qui ne tend pas vers l'infini lorsque r tend vers l'infini, on trouve pour φp la solution cosinus θ sur r. Il reste à introduire cela dans l'expression de la masse ajoutée. L'intégrale surfacique devient dans ce cas bidimensionnel une intégrale de contour sur le cercle de rayon unité, qui prend une forme très simple. On trouve finalement m fois pi pour la masse ajoutée sans dimension. Repassant en quantité dimensionnée, on trouve une masse ajoutée égale à ρ0 fois pi r carré, soit une masse ajoutée égale à la masse de fluide contenue dans le volume solide. On pourrait être tenté de généraliser cela pour tous les mouvements de corps solides, mais il faut bien noter que ce résultat simple n'est valable que dans le cas particulier d'un cylindre élancé de section circulaire. Dans ce deuxième exemple, nous allons à la fois mettre en évidence l'effet de confinement et présenter un exemple de résolution numérique. Il s'agit d'un carré oscillant horizontalement dans une cavité rectangulaire. Avec la dimensionnement choisi, le carré est de côté 1, l'interstice entre le carré et la cavité petit e et la grande dimension du rectangle L. Nous prenons L suffisamment grand pour que les parois ici en pointillé n'aient pas d'influence sur le résultat de notre calcul. Les équations qui gouvernent le mode de pression sont similaires au cas précédent. L'équation de Laplace dans le domaine fluide, la condition cinématique. Nous ajoutons simplement une condition de frontière rigide sur les bords du rectangle. La résolution numérique de ce problème peut se réaliser très simplement avec un logiciel d'éléments finis. Ces résultats ont été obtenus à l'aide de FreeFEM en écrivant un script de quelques lignes seulement. Voici l'émaillage créé pour deux valeurs de E. On remarque pour la plus petite valeur de E que les canaux dans lesquels le fluide peut s'écouler sont très petits. On dit alors qu'il y a confinement. La résolution numérique du système donne les champs de pression φp représentés en niveau de couleur. Le calcul de la masse ajoutée donne alors une valeur beaucoup plus importante dans le cas confiné. Cela se comprend en constatant que la différence de pression entre l'avant et l'arrière de la section est plus importante dans le second cas. On peut aussi représenter le module de la vitesse selon ce mode. Pour le cas E égale 0,5, on trouve que la vitesse est à peu près égale à 1 dans les canaux supérieurs et inférieurs, qu'elle tend vers 0 assez rapidement lorsqu'on s'éloigne du carré, et qu'elle devient plus grande dans des petites zones autour des coins. Dans le cas confiné, pour E égale 0,1, on voit que la vitesse devient très grande dans les rétrécissements. Cette importante augmentation de l'inertie du fluide, pour une même accélération du solide, est à l'origine de l'augmentation du coefficient de masse ajoutée. Ce constat nous donne l'idée d'interpréter différemment la masse ajoutée à partir de considérations énergétiques. L'énergie cinétique totale du système est la somme de l'énergie cinétique du solide et de l'énergie cinétique du fluide. Notez qu'il s'agit d'une version sans dimension de l'énergie cinétique qui s'exprime ainsi avec les bonnes unités physiques. Notez aussi que le problème est bidimensionnel, que l'intégrale est une intégrale surfacique et qu'il s'agit donc d'une énergie par unité de longueur dans la troisième direction. En utilisant le fait que U' égale Q' point fois phi U, on peut mettre cette énergie cinétique sous une forme ne dépendant que de la vitesse du solide Q' point. On fait apparaître l'intégrale de phi U carré sur le domaine fluide qui doit nécessairement être égale au coefficient de masse ajoutée. Faisant ce calcul avec FreeFEM, on obtient bien les mêmes coefficients qu'auparavant. Cela nous permet donc de proposer une explication de ce grand coefficient de masse ajoutée.
Lorsque l'on a affaire à des confinements importants, un petit mouvement du solide peut conduire à des vitesses très importantes du fluide, et donc une énergie cinétique très importante, contribuant significativement à l'inertie totale du système. C'est d'ailleurs en raisonnant sur l'énergie cinétique que nous avons réalisé une estimation simple de la masse ajoutée à l'occasion d'un exercice du TD1. On peut comparer les résultats numériques avec notre modèle simplifié. On remarque que la prédiction est assez bonne dans les cas confinés et s'écarte de la valeur numérique lorsque le confinement diminue, ce qui se comprend aisément puisque dans ce cas, l'énergie cinétique dans le canal étroit n'est plus dominante dans l'intégrale de l'énergie cinétique totale du fluide. Avant de poursuivre, rappelons ce résultat important. L'inertie du fluide joue comme une masse ajoutée dans la dynamique de la structure. Nous allons maintenant mettre en place la notion de couplage de mode. Cette notion sera approfondie lors d'exercices de travaux dirigés. Reprenons notre vue schématique du système couplé fluide-structure en considérant non pas un seul mouvement modal, mais n mouvements modaux. La combinaison de l'oscillation selon cet ensemble de modes conduit à une condition cinématique dépendant de toutes les vitesses modales, ce qui, à première vue, peut sembler assez compliqué. Mais puisque nous avons linéarisé les équations, nous sommes autorisés à décomposer aussi la dynamique de fluide selon n modes, indicés par I. Chacun de ces modes décrit la dynamique du fluide consécutive à une oscillation selon un seul mode de structure I, d'où l'indice I sur le mode de déplacement de structure dans la condition cinématique. Une fois que nous avons résolu chacun de ces n problèmes fluides, on peut exprimer la contrainte fluide totale comme la somme sur I de toutes les contraintes modales et projeter celle-ci sur un mode de structure, indicé par J. Ces forces modales apparaissent au second membre des équations d'oscillateur. Et comme nous l'avons déjà montré, dans ce cas invicide, le tenseur des contraintes ne dépend que de la pression, et chaque contribution modale I est proportionnelle à l'accélération, soit QI' dérivée 2 fois par rapport au temps. On se retrouve donc au second membre avec des couplages inertiels faisant intervenir l'ensemble des accélérations modales et des coefficients de couplage dont l'expression est donnée ici. Le coefficient MJI est l'intégrale sur l'interface de φPI fois φJ scalaire n. Pour conclure, nous venons de montrer comment la dynamique du fluide peut induire un couplage entre les modes de la structure. Nous pouvons écrire cela aussi sous forme matricielle. La nouvelle matrice de masse du système est la somme de la matrice de masse de la structure, qui est diagonale, et d'une matrice de coefficients de couplage inertiel. Ainsi, le problème décrit sur la base des modes propres dans le vide n'est plus diagonal. Il faudrait le diagonaliser à nouveau pour trouver de nouveaux modes propres du système couplé en fonction des modes propres dans le vide. Ceci concluait la dernière vidéo de cette deuxième séance. Nous venons de décrire les effets inertiels du fluide qui se traduisent par des coefficients de masse ajoutés, voire des coefficients de couplage inertiel. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres phénomènes d'oscillation de structure dans un fluide de repos.